Cette vidéo fait suite à l'une de mes vidéos antérieures, Jésus l'extraterrestre. Si l'aéronef de Jésus est codé dans les monuments, on est en droit de penser qu'il était un alien, c'est-à-dire un étranger. Mais alors, sa famille aussi était constituée d'aliens. Léonard de Vinci a souvent peint la famille de Jésus. Nous allons retrouver dans ces tableaux le codage des deux thèmes suivants, les machines volantes et ceux qui les pilotent. Je vais expliquer avec précision le code secret de Léonard, ce que j'ai pu en retrouver. Tout est novateur et surprenant, mais logique. Léonard de Vinci est l'une des personnalités les plus célèbres de l'histoire mondiale. Il est l'auteur de la Joconde, le tableau le plus connu au monde. Cet homme de la Renaissance fut à la fois un maître de la peinture et un ingénieur en avance sur son époque. En anatomie, il est le premier à représenter avec précision l'intérieur du corps humain. Il a l'idée du sous-marin et du scaphandrier. En matière optique, il a compris que la lumière se déplace. En tant qu'ingénieur militaire, il a dessiné de nombreuses armes, parfois fantasmagoriques. Il a eu l'idée de monter ensemble plusieurs canons qui pouvaient tirer en même temps, ce qui préfigurait les orgues de Staline utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le domaine des mécanismes à roues dentées et des roulements à billes, il est en avance de 200 ans. Il dessine ainsi une rôtisserie, un pressoir, le principe d'une voiture automatique. Dans le domaine mécanique, il a l'idée d'une foreuse, d'un ascenseur, d'une lampe à souder. Tout cela aux environs de l'année 1500. À cette époque, il n'y avait encore ni courant électrique, ni moteur à explosion. Léonard était-il un génie universel incomparable? Il fut l'ingénieur de la Renaissance qui s'est le plus intéressé à la recherche d'une technologie du vol aérien. Il avait compris le principe des pales du futur hélicoptère. Voici un de ses dessins, prophétique du deltaplane et du parapente. Ici, un dessin d'une machine volante. Un humain allongé pouvait y prendre place, avec des ailes artificielles accrochées à ses bras. Voici une autre machine volante avec deux plateformes, auxquelles on accède par des échelles. Des amortisseurs sont prévus. Ici aussi, on accède à l'engin par des échelles. La force motrice est fournie par les bras du personnage, qui actionnent des manivelles. Léonard savait bien que ça ne pouvait pas fonctionner, et que c'était purement symbolique. En tout cas, les pales sont prêtes à s'activer. Deux questions se posent. Pourquoi la machine est-elle dans un bol, une forme d'ovni, de soucoupe volante? Et pourquoi le pilote a-t-il un museau de chien, et pas une tête humaine ordinaire? La question se pose, comment Léonard arrivait-il à être en avance sur son temps, parfois de plusieurs siècles, dans tant de domaines différents? Il existe une alternative à la réponse stéréotypée « génie universel ». Nous allons la développer. L'artiste ingénieur fut au service de deux rois de France, Louis XII et François Ier. Il devint un ami proche du second, qu'il l'invita à venir vivre en France, à Amboise, au château du Clos-Lucé. Mes recherches et découvertes mènent à l'idée d'une humanité antérieure à la nôtre, qui aurait développé une civilisation sophistiquée et même scientifique. Elle avait peut-être créé des machines de haute technologie supérieures à ce que l'on a aujourd'hui. Elle aurait été anéantie par une catastrophe naturelle il y a environ 12 000 ans. Elle aurait laissé aux civilisations suivantes un héritage, afin que ses acquis scientifiques et culturels ne soient pas perdus à tout jamais. Ce legs aurait été connu des rois de France. Par ailleurs, l'hypothèse de l'existence de civilisations extérieures, éventuellement très évoluées et conformes aux données scientifiques actuelles. Il a pu y avoir des interactions avec les humains de la Terre, à n'importe quelle époque. La royauté française aurait été dans la connaissance d'informations précises, suite à des contacts de type RR3, rencontre du troisième type. La France serait un lieu de dépôt de certains secrets ancestraux, transmis d'âge en âge.
Imaginons des gens se réunir dans une salle souterraine, éclairée à la lueur dansante des flammes des bougies. Ces initiés au visage hermétique appartiennent à une organisation secrète qui avait cours dans l'Ancien Régime. Le roi de France préside la réunion. Des sujets extraordinaires sont à l'ordre du jour, l'Atlantide et les civilisations extérieures. Si l'on prend ces hypothèses au sérieux, il est fort possible que Léonard de Vinci ait été initié à des secrets d'État, de par son amitié avec François Ier, qu'il l'appelait « mon père ». Il a codé ces tableaux, comme nous allons le démontrer. Il aimait se draper d'une aura de mystère qui intrigue et fascine encore aujourd'hui. Ses carnets conservent la trace de son intérêt pour les jeux de mots. Il a noté sur plusieurs pages des listes de mots. Certains vocables paraissent inventés par assonance et goût des calembours. Il s'est passionné pour des dessins d'entrelacs. Pour son biographe Marcel Brion, il ne s'agit pas de simples amusements, mais de messages chiffrés, chargés des plus graves enseignements. De fait, ces entrelacs évoquent des jeux de mots, puisque le verbe italien vinco signifiait brin d'osier, lien, boucle, tandis que le mot latin vincere exprime l'idée de lier, entouré d'un lien. Alors qu'il a rendez-vous avec un noble français, le comte de Ligny, Léonard rédige un petit pense-bête codé, puisque certains mots, pas tous, sont écrits à l'envers. Il sait lire et écrire la musique. Il utilise les portées et les notes pour créer des pages entières de rébus. L'un d'eux affirme « Mais si la fortune me sourit, je changerai de visage. » Avait-il deux visages? Un de ces carnets porte le titre de « Prophétie ». Il s'agit en fait de devinettes avec des solutions comiques, des parodies de véritables prophéties. Par exemple, des chaussures aux semelles de cuir sont définies par la phrase suivante. En une grande partie du pays, on verra les hommes cheminer sur les peaux des grands animaux. Dans ces tableaux, il va utiliser certains mots de la langue française pour asseoir son code secret. Il a donc axé son travail de chiffrage sur deux concepts précis, les aéronefs et leurs occupants. Il partait du constat que les seules perceptions que le public a d'éventuelles civilisations extérieures, ce sont les vaisseaux que l'on voit parfois dans le ciel, ainsi que les rencontres épisodiques avec des humanoïdes. Uniquement en France, depuis le XIXe siècle, on a répertorié plus de 340 cas d'observation d'humanoïdes, près de vaisseaux posés au sol. À chaque fois qu'ils sont aperçus, les petits êtres remontent dans leurs machines qui décollent à grande vitesse. Déjà à la Renaissance, on voyait des ovnis. L'Annonciation est un tableau de jeunesse de Léonard de Vinci, alors qu'il travaillait dans l'atelier de Verrocchio. L'ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va avoir un fils, qui sera le Fils de Dieu et le Messie attendu. Il y a un personnage caché dans la robe de l'ange, qui se dévoile après un pivotement de 90 degrés. On voit un homme de profil, assis. Voici sa tête avec la bouche ouverte. Son bras, son ventre, sa jambe. Il est assis sur un siège, dont voici les pieds et le dossier. Les deux bras en avant, il est dans la position du cocher qui tient les rênes d'un attelage. Le char présupposé doit être volant, puisque l'ange qui porte le personnage possède deux ailes. Sa tête est comme revêtue d'un casque exotique. Il regarde en l'air. Il pourrait être le pilote d'un aéronef. À noter qu'il est dessiné par les jambes de l'ange, les jambes, les organes de la locomotion. Un jeu de mots cautionne cette interprétation. L'homme est caché dans la robe de l'ange. En plus de désigner le vestimentaire, la robe était le larcin, le vol. Avec une pirouette linguistique, le vol est celui d'un oiseau dans les airs. Le tableau Saint-Jean-Baptiste montre l'homme qui a baptisé Jésus. Il était ermite et seulement vêtu d'une peau de chameau. Il nous regarde et indique de l'index droit une croix qu'il porte de la main gauche.
crois. Il nous conseille d'avoir la foi et de croire. Il nous conseille aussi de croître, crois. Il avait d'ailleurs employé ce verbe à propos de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Une perception complémentaire permet d'identifier le personnage à un ange. Les anges n'ont pas de sexe. Or, le visage du supposé Jean est androgyne, à la fois masculin et féminin. Il cache sa poitrine de son bras droit, ce qui nous empêche de voir s'il a des seins proéminents ou pas. Son index est braqué vers le haut, et il nous dit en souriant « Je suis un ange et je viens du ciel ». Le nom Jean se prête bien à une spéculation kabbalistique du type langue des oiseaux, puisqu'il contient l'anagramme ange, qui se prononce comme ange avec un G. Cet étrange Saint Jean peut se comprendre comme un être non terrestre, originaire d'un autre monde. Le tableau Sainte-Anne présente le petit Jésus jouant avec un agneau, ce qui est symboliquement correct, puisqu'il sera appelé à devenir l'agneau de Dieu, sacrifié pour le salut du monde. L'ensemble de la scène présente de multiples détails énigmatiques. Marie est assise sur les genoux de sa mère, Anne. Celle-ci est une géante par rapport à sa fille. Elle ne paraît pas plus âgée que sa fille. Les personnages sont au bord d'un précipice. Le paysage est aride et montagneux. En admettant que le peintre cherchait à nous alerter au sujet d'êtres non terrestres, le personnage de Sainte-Anne a des choses à nous dire. Déjà, son nom contient 3 lettres du mot « ange ». Ensuite, il y a un problème avec son âge. Elle apparaît nettement trop jeune. Dans l'écriture française de l'époque, le mot « ange » pouvait s'écrire « âge » avec un trait sur le « a ». Enfin, la dame est nettement plus grande que Marie. Elle est une géante. Le mot « géante » contient toutes les lettres de « ange ». Léonard a donc ajusté son personnage afin qu'il cadre avec l'idée d'un ange, c'est-à-dire un être céleste. La Bible et le livre d'Hénoch nous parlent des anges déchus qui ont vécu sur la terre et ont eu avec les humaines une descendance de géants, les Néphilim. On est en droit de penser qu'il existe une humanité parallèle à la nôtre et ne vivant pas sur la terre. Ces êtres seraient beaucoup plus avancés que nous, psychiquement et technologiquement. Pour ces raisons, ils auraient été appelés les anges ou les dieux dans l'Antiquité. Plus audacieux encore, la famille de Jésus aurait pu appartenir à ces gens cachés parmi nous. Si c'est vrai, Léonard le savait. Dans le dos de la mère de Jésus se trouve une zone assez étrange. Marie porte une sorte de panier à provisions, comme si les femmes étaient parties pique-niquer dans la nature. Cette surface n'apparaît pas indispensable à la composition. Comme on va le voir, sa finalité est de coder un vaisseau spatial et son pilote. Une partie de la robe dessine la forme d'une tête de cygne, tournée vers la droite, avec le cou, la tête et le bec. Léonard était familier de cet animal, puisqu'il a peint le tableau Léda et le cygne, dont on ne conserve que des copies. On y voit la ravissante Léda amoureusement enlacée par un cygne, qui est en fait Zeus. Le bout du bec est posé sur un disque, ce qui pourrait suggérer que ce disque est un aéronef. En matière d'observation d'OVNI, la forme discoïdale ou lenticulaire, ou forme de 2 assiettes collées l'une contre l'autre, ce type de forme représente la catégorie la plus souvent vue par les témoins. C'est la raison pour laquelle l'expression soucoupe volante s'est imposée d'elle-même. Depuis 1947, 150 millions de personnes ont vu un OVNI, sans compter celles qui ne l'ont pas déclaré dans une gendarmerie. Sous le disque se trouve une tête d'humanoïde ou de singe, de profil. On distingue clairement le nez, l'œil, la bouche, l'arrondi de l'épaule. Il porte un chapeau et l'on sait que les ovnis du Moyen-Âge et de la Renaissance étaient souvent décrits comme étant des chapeaux volants. Léonard nous a laissé un extraordinaire dessin préparatoire dans lequel l'humanoïde et le disque sont très discernables.
N'est-il pas étrange que le mot magot désignait un sac, une poche, une besace, alors que le magot était un gros singe sans queue, et aussi un homme laid. À la cathédrale de Bourges, on trouve des créatures intermédiaires entre l'humanoïde et le singe, manifestement très intelligentes. Au château d'Azay-le-Rideau, un musée de Soissons présente la statue cassée d'un singe jouant de la viole. Cette activité musicale témoigne d'un niveau culturel très avancé. Ce musicien n'est manifestement pas un animal de la terre. Des jeux de mots cautionnent son association à l'idée de vaisseau. À Amboise, ville où vécut Léonard, le château comporte un cartouche avec le dessin d'un oiseau, en compagnie de ses petits, sur une soucoupe. Le peintre a écrit « Un oiseau est un instrument qui fonctionne, suivant la loi mathématique, et que l'homme est capable de reproduire. » Il appelait sa machine volante l'oiseau. Revenons au tableau Sainte-Anne. Une série de jeux de mots appuie et prolonge les extrapolations. Un signe nous fait signe. Ce mot désignait un miracle. L'apparition d'un objet discoïdal dans le ciel pouvait être considérée comme un miracle, surtout aux époques antérieures à l'essor de la technologie. Le disque entre dans la catégorie des engins. De couleur rouge, une des couleurs du feu et des braises, couleur bien transcrite par l'adjectif igné, relatif au feu. Les personnes qui aperçoivent des vaisseaux énigmatiques, qu'ils soient dans le ciel ou posés à terre, voient des lumières puissantes de diverses couleurs. La tête de profil donne toutes les apparences d'être un singe, ce que l'on peut comprendre comme une créature ressemblant à un humain sans en être vraiment un. Il est arrivé que des témoins voient des humanoïdes à caractéristiques animales. Le personnage caché est un génie, c'est-à-dire un être surnaturel. L'ensemble des formes que nous étudions est le singue de Léonard, c'est-à-dire son sceau, sa signature et son but. Tous ces mots sont constitués des mêmes lettres, ce qui peut difficilement être le fruit du hasard. Notre conclusion est que le singe coiffé de son casque est un humanoïde, le pilote du disque, le disque devant être compris comme un vaisseau spatial d'origine alien, c'est-à-dire étrangère. Nous allons accoster maintenant une autre preuve de la validité de nos interprétations. Les bouts des nez des trois personnages sont alignés. Je sens le parfum du mystère. Sur un carton préparatoire, Léonard avait un peu modifié la structure de son projet. Marie porte carrément l'enfant Jésus, et elle n'est plus tout à fait sur les genoux de l'autre femme. Cette dernière brandit un index, et un autre enfant, Jean-Baptiste, est présent. L'alignement des nez était déjà là. Avec en plus une ligne horizontale prenant appui sur le bout d'un index. Étymologiquement, l'index est le doigt qui indique. Bernardino Luini, un disciple de Léonard, était lui aussi touché par la manie d'aligner des nez. Faisant une copie du carton de Léonard, il préserve l'alignement horizontal. Il a même ajouté Joseph et placé son nez exactement au bout de la ligne. L'alignement diagonal souffre d'une petite imprécision, sans que l'on sache pourquoi. Léonard a dessiné des nez en ligne. Bon, ça doit être assez banal pour un portraitiste. Je crois avoir du nez, en affirmant que ces coïncidences ne sont pas très catholiques. Une enquête s'impose. Que disent les dictionnaires d'ancien français ? Anciennement, le mot « nez » s'écrivait N-E-S. Nous découvrons deux mots du Moyen-Âge qui sont homophoniques et intéressants pour nous. La née était le navire et la née était la créature. Ce sont justement les deux concepts qui sont codés dans les tableaux de Léonard.
L'adjectif « né » du verbe « naître » existait depuis le Moyen-Âge. Un des sens de « naître » était « apparaître ». Ainsi, quand des témoins stupéfaits voyaient un ovni dans le ciel, ils pouvaient dire qu'il était « né ». Nous sommes donc confrontés à des nés, les nés, qui pourraient bien se référer à l'aîné, nos ancêtres qui venaient du ciel et qui étaient des aliens, des étrangers. Enfin bref, on est aux prises avec un imbroglio kabbalistique sophistiqué. Dans la Bible, le livre de l'Exode raconte comment Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Le mot hébreu traduit par buisson est séné, qui signifie aussi bouclier, c'est-à-dire un objet circulaire. Moïse n'aurait pas forcément vu un buisson, mais un grand bouclier de feu. La Bible affirme « Le séné était brûlé par le feu, mais n'était pas dévoré par le feu », comme la coque d'un aéronef, par exemple. Il est aussi écrit que « Le Seigneur est celui qui habite le séné ». Si nous revenons à notre tableau, une surprise nous attend. Nous constatons que le nez de l'oiseau et le nez du singe sont alignés avec le nez de Sainte-Anne. Un peu plus loin, nous découvrons un autre visage de profil, une sorte d'homme animalisé. Il s'agissait pour le peintre de renforcer son codage, puisque le bout du nez est exactement dans le prolongement de la ligne. Pourquoi les extrémités des appendices nasales ont-ils été alignées? Pour suggérer des mots, comme d'habitude. L'ancien mot « peine » nommait le bout, la pointe, l'arête. L'écrivain Rabelais a justement utilisé l'expression « la peine du nez ». Ce mot avait aussi pour sens la plume d'oiseau, l'aile, c'est-à-dire les organes du vol. Quelle coïncidence! Le paysage d'arrière-plan nous ramène au mot « peine », dont un autre sens était « éminence, cime ». Or, ces montagnes présentent évidemment des sommets. Ici, un visage est formé par les montagnes. L'œil est triste et la bouche est pincée. Ce faciès symbolise l'émotion humaine de tristesse, la peine. Le jeu de mots homonymique renforce l'interprétation. On a vu comment le prénom Anne participe au code. Il en est de même pour Marie. Le mot Marie était un adjectif qui signifiait triste, c'est-à-dire peiné. La Vierge regarde son fils. Lors de la présentation de l'enfant au temple, Siméon lui a prophétisé qu'une épée lui transpercerait le cœur. C'est ainsi que, dans la plupart des représentations des Vierges à l'enfant, Marie a un visage triste, elle a de la peine, et elle porte sur son dos les symboles de la peine, la machine volante et son pilote. Le dispositif secret de l'artiste s'inscrit probablement dans une géométrie précise qui n'a pas été retrouvée pour le moment. La totalité du code Da Vinci doit logiquement mêler les chiffres et les lettres, les mathématiques et la langue des oiseaux, avec virtuosité. Au premier plan, il y a un décrochement vertical, pour induire que le groupe est sur un sommet, une peine. Ce détail laisse augurer d'un gouffre ou avène. Le mot avène existait à l'époque. Il était une anagramme de nave ou navire, donc vaisseau. Les personnages sont juste au bord d'un avène. Ils n'ont pas le vertige et pas peur de tomber, puisqu'ils codent le vol dans l'espace. Sainte-Anne est subliminalement présentée comme un ange, on l'a vu. Marie porte le pilote et son engin dans les plis de sa robe.
L'enfant Jésus est le seul protagoniste sur lequel on ne discerne aucun élément codé, et sa mère le retient pour qu'il ne tombe pas. Terminons avec une ligne joignant le bout du bec de l'oiseau au nez de Marie. Ce trait laisse apparaître un visage grotesque, avec une mèche de cheveux, les yeux, le nez, la bouche. C'est le visage d'un extraterrestre humanoïde. C'est un visage monstrueux, et l'on sait que le mot « monstre » désignait une chose prodigieuse, une chose incroyable. On note que le nez de la créature correspond au vaisseau vu dans l'autre sens, ce qui est cohérent du point de vue du code. Le code secret mis en place par Léonard de Vinci est sophistiqué. Il est le fruit d'un gros travail intellectuel préalable. Il n'appartenait pas en propre à Léonard, mais devait être partagé par d'autres au sein d'une société secrète. Puisque les mêmes codes se retrouvent dans l'architecture, on peut penser que certains mots ont été inventés, mis au point, sciemment, par des initiés, dans le but de servir le codage. On ne doit pas être surpris que la chose se soit faite en français. Léonard a travaillé pour le roi de France Louis XII dès 1499, 16 ans avant sa rencontre avec François Ier. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie bientôt.